13h30 minutes et plus, quelques secondes en plus. Alexandre Tchalim est à la régie pour contrôler de près le minutage. 13 minutes, donc 13h30 minutes à Garo dans les savanes, même heure à Tomébé dans le Wawa et à Sarah dans l'Ogou. Dimanche 24 avril 2022, nous sommes encore là pour la messe médiatique hebdomadaire. Ce jour, l'évangile de ce dimanche s'articule autour de 4 chapitres et leur verset, le bras de fer entre le gouvernement et le syndicat des enseignants du Togo, c'est ce qui a encore pollué l'atmosphère du secteur de l'enseignement et qui est à son 3e épisode cette semaine. L'œil de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui veut voir clair dans la qualité des services offerts par nos 2 fournisseurs de téléphonie mobile, j'ai nommé Togocel et Move Africa, l'écho de quelques partis politiques dont les championnats veulent démarrer et le plaidoyer, ou sinon la plaidoirie de Faure Eswazimna Niassibé, président de la République togolaise, pour la levée des sanctions contre Mali et Si. Voilà, c'est l'évangile avec ces titres et tout sera dit écho célébré avec deux co-célébrants ici présents. Je vais plutôt commencer par celui dont je suis fier de faire la première connaissance et qui s'inscrit désormais dans les co-célébrants de cette messe. Lui, c'est bien Cyril Sablassou. Il est le directeur de publication à gauche, vous le voyez. C'est le directeur de publication du journal Togo Républicain, le Républicain Info, c'est bien ça. Ce journal, je vous le présente. Le Républicain Info, c'est lui qui nous fait l'honneur de répondre à notre invitation pour la première fois. Et j'espère que ce sera pour de bon. Bonjour Cyril et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, dans cette messe. Bonjour Eric, bonjour à mon second co-célébrant. Bonjour à tous les téléspectateurs de la 2. Bonne émission à nous. Merci, bonne émission à nous. Et à droite, mon jeune frère et puis confrère, c'est le patron du journal Le Symposium. Lui, il est un habitué déjà de cette messe. C'est bien Kwame Maeba. Bonjour. Oui, Eric, bonjour. Je salue le confrère. Ça me fait plaisir. C'est la première fois qu'on se retrouve sur le plateau. C'est un réel plaisir de partager l'émission ensemble et puis décortiquer l'actualité dans son ensemble, tant politique que social. Très bien. À la technique du montage, à la diffusion, en passant par le cadrage, non, Makaka c'est lui qui a monté les évangiles que vous allez écouter tout à l'heure. Devant moi, pour le cadrage, c'est Ibrahim Machi qui a bravé le carême pour venir nous rendre ce service. Et de l'autre côté, c'est Alexandre Tchalim qui nous met en orbite et nous distribue sur tous vos petits ou grands écrans, tout dépend. En effet, la semaine qui s'achève, moi c'est Eric Tanander, vous me connaissez, le prince héritier de la Bina. La semaine qui s'achève a connu de nouveau des mouvements d'humeur du 7 syndicat des enseignants du Togo qui a invité les enseignants à boycotter les cours alors que les examens de fin d'année pointent déjà leur nez, même si l'appel semble n'avoir pas eu d'écho très favorable pour cette fois-ci. Il faut quand même noter que des perturbations ont eu lieu par endroits. Dans la foulée, le gouvernement, soucieux de l'avenir de nos enfants, a cherché à rencontrer les fédérations des syndicats légalement reconnus avec lesquels
il s'est accordé sur un certain nombre de points. C'était bien sûr sans le syndicat des enseignants du Togo, le 7, qui n'entend pas donc obtempérer. Tout ça a été suivi de près par la presse. Donc, je vous propose le commentaire. Le bras de fer continue dans le secteur de l'éducation entre le gouvernement et le CET, entendu syndicat des enseignants du Togo, apprend-on de Gazelle Info. Selon le libéral, le premier jour de la 3e grève n'a pas été très suivi. Face à la fermeté du gouvernement et à la détermination du CET, que faire, se demandent les vainqueurs, très préoccupés par la situation. Et pourtant, le gouvernement n'a jamais rompu le dialogue avec les représentations syndicales de l'éducation, fait observer le Tonnerre qui précise qu'alors que les discussions sont en cours, des enseignants se réclamant du 7 sont en grève de 3 jours depuis mardi. Et la Nouvelle Tribune de conclure que de nouvelles décisions sont sorties des discussions entre gouvernement et syndicats de l'éducation. Décision à découvrir à la page 3 du journal. Entre autres décisions, on parle d'un concours de recrutement de 3000 enseignants dans les semaines ou mois à venir, du moins d'ici fin 2022. Décidément, Mayaba, on semble ne rien comprendre de ce qui se passe dans le secteur de l'éducation. Des gens ont déclenché mini-militari, mouvement, on ne cherche pas à dialoguer avec eux, mais on dialogue avec ceux qui semblent ne avoir aucun problème ni aucun souci. Là, oui. Comment comprenez-vous cette... Eric, comme tu l'as dit, c'est difficile de comprendre ce feuilleton-là parce que depuis longtemps que le CETA a commencé à donner des réclamations, à faire des réclamations par rapport aux conditions enseignantes, le gouvernement aussi n'a pas pris ces revendications à bras le corps. C'est-à-dire que jouant sur la fibre de la légalité, a semblé peut-être ne pas prendre le bon pas pour pouvoir gérer le problème comme cela se devait. C'est vrai que quand je vais essayer d'imager ça comme ça, c'est vrai que quand vous avez des enfants, et un devient récalcitrant par rapport à un certain nombre de choses et l'autre reste dans la légalité parce que sur les pas, il arrive à un moment que vous puissiez quand même l'écouter parce que vous ne pouvez pas le rejeter parce qu'il n'est pas ceci. Mais dans la légalité, comme disons, je ne sais pas qu'est-ce qui peut amener le CET aussi à ne pas se conformer dans ce qui est demandé. Est-ce que c'est un blocage au niveau du gouvernement, de l'administration, ou c'est eux-mêmes volontairement, ils ont choisi de le faire? C'est là que personne ne peut comprendre. Il peut sembler que tout ce qu'ils demandent aujourd'hui peut être légitime. Mais ce caractère, cet aspect de légalité peut quand même mettre en veilleuse ou peut-être mettre à nu tous les efforts qu'ils sont en train d'entreprendre. Tout le monde sait, bien sûr, qu'au niveau du corps enseignant, au niveau du secteur de l'enseignement, il y a toujours, de l'éducation, j'allais dire, il y a toujours des petits problèmes, des méli-mélos par ici, parce que entre-temps, le vrai problème qui existe ici, à mon avis, c'est que ceux avec qui le gouvernement discute ne tiennent pas, enfin, ne jouent pas le rôle de l'ensemble des enseignants. Et donc, il y a une femme qui est sortie pour dire que, vous connaissez que c'est des vendus, ils sont allés peut-être être assouvis par le gouvernement et réellement, sur le terrain, on ne voit pas concrètement les choses évoluer comme cela se devait. C'est pourquoi comment l'appelle-t-on,
certains sont dissociés, ils sont dit, ah, si c'est comme ça, il faut quand même que nous prenions notre bâton de pèlerin, il faut que nous-mêmes, nous prenions des initiatives pour arriver à bout. Mais ça aurait été dans le bon sens qu'ils aussi aillent se conformer. Puisque, à mon avis, créer un syndicat n'est pas un grand, ça veut dire qu'il suffit de former, d'avoir des adhérents, et puis des données administratives. Vous allez, puis c'est fini, vous créez, vous donnez la légalité. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de mettre à nu tous les efforts que le CET est en train de... Mais, et puis, notez-le bien, ce qui est en train de se passer, que nous semblons peut-être banaliser, ça peut avoir des effets néfastes sur l'avenir des enfants. Nous sommes à quelques mois, bon, quand je parle de quelques semaines, j'allais dire, de lundi déjà les compositions. Voilà, des examens, et que ce bras de fer, j'avais vu entendre ce qui s'est passé, même au Grand Nord, à Gataron, avec tout comment l'appelle-t-on, tout ce feuilleton que nous avons vu avec les élèves qui couraient des rues et qui réclamaient les enseignants, et que même, comment l'appelle-t-on, les propos des ministres même semblent d'être des invectives de ça, et par ici et par là, ça n'arrange, ça donne un climat délétère. Et c'est ça qui n'arrange pas le secteur. Or, c'est un secteur essentiel. Les enfants dont aujourd'hui l'enseignant a en charge, les parents en charge, c'est l'avenir de demain. Et donc, nous avons intérêt, quel que soit quoi, laisser de côté ce que les gens appellent la légalité et regarder ce qui est essentiel. Pour moi, l'essentiel ici, c'est de sauver les enfants. Vous avez vu, peut-être qu'on en reviendra avec ce que le ministre, les deux ministres ont pris, des décisions qu'ils ont prises ensemble, en disant qu'il faut quand même ramener les enseignants qui ne veulent pas dans l'administration. Vous voyez, tout ce bruit-là, c'est que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Les mêmes effets, de la voisine. Voilà, tant que vous n'avez pas résolu le problème, vous n'avez pas pris le problème d'appât la racine, quand vous amènerez X, demain, il va susciter les mêmes problèmes. Donc, moi, à mon avis, j'aurais souhaité que le gouvernement prenne des dispositions pour que, au moins, ce secteur-là soit quand même un secteur qui soit assaini, et que ces problèmes, moi je ne pensais pas que sous Kokoroko on va vivre ces feuilletons encore, parce que c'est un ministère c'est ça, on a dit que ce n'est pas une question pour personne. Non, il faut que quand même que quelqu'un, que les deux parties là puissent quand même prendre langue ensemble et pour trouver une solution rapidement, parce que ce qui est en train de se faire, on risque même de, je ne sais pas, je ne présume rien, et de recaler les examens, que ça ne puisse pas arranger. Ça ne va pas. Donc vraiment, nous avons souhaité que vraiment le gouvernement, surtout c'est le gouvernement, qui puisse entendre ce secteur, enfin, qui puisse écouter le CET afin que une solution probable puisse être envisagée pour l'avenir, pour le bien-être des enfants. Il y a un adage nigérien, c'est de Chéni Achebe, qui dit que la guerre entre les œufs et les cailloux, oui. Toujours gagner d'avance. Ça c'est clair. Si c'est le caillou qui provoque, c'est lui qui gagne. Si l'œuf provoque, c'est encore lui qui gagne. Alors, monsieur Cyril, au Républicain Info, comment appréciez-vous cette scène, ce bras de fer entre le gouvernement et puis le CET, qui se tiennent chacun par les couilles? Oui, comme vient de le dire le confrère, normalement, ce problème entre le syndicat des enseignants du Togo et le gouvernement, qui est représenté par les deux ministres, à savoir le ministre de l'Éducation, le professeur Komla Dodji Kokoroko, et le ministre de la fonction publique, Gilbert Barra. Normalement, ce problème-là ne devait pas exister. Aujourd'hui, les deux ministres sont en train de dire que, comment l'appelle-t-on, le CET est dans une position d'inégalité. Mais ils n'ont qu'à essayer de nous sortir un peu. C'est quoi cette inégalité? C'est quoi cette inégalité-là? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui composent ce syndicat-là, ce ne sont pas des gens qui sont venus du village, ce sont des diplômés, ce sont des enseignants, ce sont des enseignants qui ont au moins fait 10 ans. 15 ans, voire 20 ans de... Pourquoi pas? Il y en a qui sont à quelques mois de la retraite. Voilà, quelques mois de la retraite. Qui aurait enseigné, hein? Pourquoi pas Kokoroko? Professeur lui-même. Donc, je crois que affaire d'inégalité,
on doit laisser ça de côté, il faut aller l'essentiel, comme vient de l'évoquer le collègue. Parce que aujourd'hui, c'est l'avenir de nos petits frères qui est en jeu. Amener les enseignants en prison, est-ce que c'est ça la solution? Moi, je dis non. Je dis non. Aujourd'hui, quand on parle de l'inégalité, au moins, il faudrait que ces deux ministres arrivent à nous ressortir. C'est quoi cette inégalité-là? Ils l'ont dit plusieurs fois. Ils l'ont dit plusieurs fois. Mais l'autre côté aussi, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas ou bien ils ne veulent pas accepter. Ils n'acceptent pas. Ils ne veulent pas accepter le fait qu'ils n'acceptent, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, il faudrait que tout le monde arrive à mettre un peu d'eau dans son vin. Inviter, parce qu'aujourd'hui, le principal instigateur de ces mouvements, tout cela, c'est le 7. Maintenant, on ne peut pas aller discuter de quelque chose avec 12 syndicats et les abandonner. Je crois que ça aussi, il y a un problème il y a aussi un petit problème aussi là-bas. Donc aujourd'hui, il faudrait que les deux ministres regardent un peu l'avenir de nos jeunes frères. Et il faudrait aussi qu'ils fassent aussi des sacrifices. Ils aussi n'ont qu'à un peu mettre l'eau dans leur vin pour que déjà la semaine prochaine on libère ces enseignants là pour qu'ils trouvent un peu de solutions, parce que vous n'êtes pas sans savoir que peut-être dans les jours à venir il y aura ces deux revendications. Vous ne pouvez pas avoir vos collègues en prison et vous êtes là autour d'une table pour aller négocier. Ce n'est pas bien. Donc je crois que la libération des 3 enseignants là qui sont aujourd'hui en prison, je crois que déjà la semaine prochaine ça sera aussi mis sur la table de discussion. Vous savez, il y a un aspect sur lequel il faut quand même tabler. Et la fois dernière sur Radio Lomé, j'y étais avec un des représentants de la FUSEN. Et il a sorti, certaines choses auxquelles aujourd'hui je trouve que ce secteur a véritablement un problème. C'est des pics que les syndicats se lancent. Ça, c'est une vérité, il ne faut pas manquer de le dire. C'est-à-dire que vous allez voir que entre ces syndicats, il n'y a pas une unanimité. Voilà. Et je ne sais pas sur quelle fibre cela se joue. Est-ce que c'est des intérêts en créant des syndicats, c'est pour aller gagner de l'argent? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait une solidarité, qu'il y ait des approches, pour qu'ils se soutiennent dans leur action, c'est un problème de leadership qui prévale dans ce secteur. Actuellement, ce que j'ai eu à comprendre par rapport aux discussions qui ont été menées tout le long de l'émission que nous avons menée ensemble, nous avons constaté qu'il y a des manquements à certains niveaux, parce que le FUSEN n'a pas pu quand même donner quand même satisfaction par rapport à la réaction du 7, parce que le 7 est venu de nulle part, et que la façon dont on devait créer le 7 dans les conditions il fallait, n'ont pas approché le syndicat. Ça veut dire que, comment le dire, c'est-à-dire que c'est des déserteurs d'un syndicat qui sont venus maintenant. Donc ils ne sont pas en harmonie pour pouvoir mener le combat ensemble. Et quand c'est comme ça, vous connaissez le gouvernement. Le gouvernement, quand il est toujours ça l'arrange. Donc ils préfèrent jouer sur la fibre là pour pouvoir assouvir à leurs besoins. Donc, moi, je dis que ce problème, pour être résolu, il faut que ce secteur-là se réorganise. Je ne vais pas vous arrêter, je vais juste peut-être vous donner plus d'étincelles encore en étant dans le domaine. Je pense que les enseignants badinent avec leur avenir et prennent le gouvernement ou l'État comme un enfant avec qui il faut jouer. Franchement, d'abord... L'État, c'est l'État. L'État, c'est l'État. On dit le pouvoir. C'est le pouvoir. D'abord, moi, je suis d'aucun syndicat. Je suis enseignant, plein pied, avec un numéro matricule bien, mais je ne suis pas syndicaliste. Pas parce que j'ai aussi le manteau de journaliste, mais c'est que j'ai constaté que nous ne sommes pas sérieux. Il y a plus de 8 fédérations. Des syndicats du même corps enseignants. Et quand on parle d'une fédération, c'est encore des syndicats au sein d'une fédération. Imagine 8 fédérations multipliées par combien de syndicats? C'est trop. Et l'État ne va pas nous prendre au sérieux. C'est vrai. Et puis quand aujourd'hui on lutte pour obtenir une satisfaction ou un résultat, demain c'est un autre syndicat qui se crée comme ça.
et puis pose sur la table d'autres choses. Et finalement, mes analyses ont permis de me rendre compte qu'on lutte beaucoup plus pour soi que pour l'ensemble. Pour l'ensemble. Ah, oui, voilà. Parce que quand vous prenez les anciens membres responsables, que ce soit de la FEZ, de l'UZ, de la FEZ, et de que sais-je encore, presque tous sont maintenant soit directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général dans une préfecture, ou pourquoi pas préfet. Et aujourd'hui, il y a des inspecteurs. Voilà, inspecteur. Donc, quand c'est ça qui fait que, franchement, cette lutte-là va être gagnée d'avance par le gouvernement. Gagnée d'avance par le gouvernement. Et ce qui est malheureux, c'est que quand Kukuruku lève son marteau et frappe, ce n'est pas forcément sur les instigateurs que le marteau tombe, mais c'est sur les victimes innocentes. La preuve, ceux qui sont en prison, c'est vrai, peut-être qu'ils ont été emballés par la chose et se sont immiscés et ça leur coûte ce que ça leur coûte. Et ceux qui ont été reversés, ce n'est pas un problème pour eux. Ce n'est que la loi de la voisie qui a été appliquée. Je l'ai dit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et se concerne. Ils n'ont pas perdu leur boulot, ils ont juste changé de fonction. Et peut-être il y en aura qui seront beaucoup mieux lotis. Chez nous en Calais, on dit que quand on prend un crapaud qu'on le lance ou une grenouille qu'on le lance par le mur, il tombe dans une nappe d'eau et ça ne fait que l'arranger. Donc vraiment c'est une situation qui est embarrassante. Mais la question que je voudrais encore poser, c'est est-ce à dire que tant que le gouvernement ne recevra pas le 7, Mayaba et Cyril, il va continuer par observer les débrayages. Et puis si oui, cela n'aura-t-il pas un impact négatif sur l'issue de l'année? Surtout qu'on tend vers la fin de l'année. Je crois qu'il y a déjà l'impact négatif. Quand vous prenez aujourd'hui les cahiers de nos frères, surtout terminale première, il y a encore des chapitres et maintenant ces élèves-là sont en train de se poser des questions. Est-ce qu'ils peuvent terminer le programme avant les examens? Parce que déjà le 7 et le 6 mai, le CPD commence. Le CPD commence déjà le 16 mai, le bac. Voilà. Le BPC. Déjà dans 3 semaines, le BPC, tout ça, là, dans 2 semaines, le CPD, Kokoroko, en le connaissant, ne va même pas décaler la date. Non, pas du tout. À cette aussi, il devait le faire, ça devait être fait depuis. Je crois que les grands perdants de cette situation, ce sont les élèves. Et les parents. Voilà. Et maintenant, ceux qui vont essayer de faire un glama pour réussir l'examen, voilà, vous allez voir que déjà l'année prochaine, quand tu quittes la première pour la terminale, il y a les lacunes que tu traînes. Donc, je crois que cette situation n'arrange personne, n'arrange pas le gouvernement, n'arrange pas les enseignants, n'arrange pas aussi les élèves. Donc, je crois que faut que nos amis de SET se ressaisissent. C'est du moins ce qu'on peut leur dire, si c'est possible. C'est encore possible. Voilà. Parce qu'il s'agit d'aller se légaliser ou se régulariser, comme on le dit. Et maintenant, je crois qu'il faudrait aussi que le gouvernement crée encore une table de discussion et inviter nos amis du CET. Maintenant, si ça ne pourrait pas marcher comme ça, il faudrait que CET s'associe à d'autres fédérations qui font partie de cette table de négociation. Voilà que CET et les autres fédérations ne sont pas à aussi. Donc, maintenant, c'est une situation culturelle. Vous savez, vous avez posé une question qui est importante. Aujourd'hui, jusqu'à quand va ce bras de fer? Et si c'est vrai que le gouvernement ou le CET ne bouge pas d'un seul iota, que deviendra Il entend encore reconduire. Voilà, donc je dis que tout ça là, je crois que le confrère a relevé un truc qui m'a intéressé, c'est que nous connaissons l'attitude ou la position du gouvernement. Le gouvernement ne va pas fléchir. Non, pas fléchir, c'est-à-dire que vouloir
décaler le calendrier des examens. C'est-à-dire que vous savez ce que c'est. Et maintenant, quand c'est comme ça, les programmes ne sont pas finis, mais ils feront tout pour que les examens, les enfants vont passer, hein. Les enfants vont passer. Voilà, c'est ce que je dis. Mais il y aura une baisse de niveau. C'est-à-dire aujourd'hui, vous ne voulez pas. Tout ce feuilleton, tout ce que nous traînons dans l'administration comme partout, vous allez voir que les gens qu'on met à des niveaux donnés ne répondent pas. C'est parce que la base a été faussée quelque part. Donc, les gens ne tiennent pas compte de ces pesanteurs. Et c'est là, je dis, c'est dangereux. Quand c'est comme ça dans une république qui se veut, qui est en train de demander des béabas de développement, il faut quand même prendre les choses par les racines. C'est pourquoi, dans tous les cas, moi je dis que le gouvernement n'a rien à perdre en ne jouant pas sur la fibre de la légalité, en invitant, en associant. C'est de même que s'il faut que ça soit une discussion de couloir pour pouvoir trouver des solutions endogènes. Parce que ce qui urge maintenant, à supposer que c'est vrai que ce que le CET demande est au-delà des attentes. Il faut quand même écouter. Il faut les écouter et peut-être essayer de temporiser et aller vers les négociations. C'est comme chez nous ça se passe aussi. Quand tu sais qu'à un niveau donné, tu as là, tu sais que c'est comme ça, tu mets la barre haut pour dire que, puisque tu sais que sans ça, tu ne pourras pas penser. L'autre ne pourra pas gagner. Donc, il a oublié de mettre la barre haut pour dire que c'est comme ça, nous allons mettre comme ça. Parce que sans nous, il ne pourra pas fléchir. Oui, c'est la question. Les enseignants, ils sont malins. C'est ça qu'ils sont en train d'illustrer. C'est aux heures de pointe qu'ils sont prêts. Ah voilà, donc ils savent que c'est arrivé à un moment où ils peuvent se faire entendre. Donc, faisons tout de grâce. Le gouvernement doit laisser cette question de l'égalité et chercher à discuter avec eux. Ne serait-ce que les appeler une fois et même leur faire signifier ça donne de la calmie, mes frères, ça donne de la calmie. Et c'est pour le bien-être de tout le monde. C'est pour le bien-être. Vous savez, des sommes, de l'argent que les gens mettent dans l'éducation. Et le chef de l'État a mis l'éducation au cœur de sa priorité. Et il a tout fait pour que la gratuité, tout ce qu'on connaissait, qu'il faut badiner. Voilà, donc il devait quand même de grâce, le gouvernement doit quand même réfléchir sur cet aspect-là et trouver des solutions rapides à ce problème-là, parce que nous sommes à quelques jours des examens et que les enfants se retrouvent dans la sérénité pour aller aux examens. Parce que quand vous allez voir deux enfants aujourd'hui, ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont. Parce qu'ils ne savent pas, est-ce qu'il y aura des examens, est-ce qu'on nous dit qu'il y aura des rattrapages. Moi j'entends beaucoup. Il n'y a plus de temps pour le rattrapage. Moi je dis une chose, c'est que Kokoroko doit changer de méthode. Ça, il doit changer de méthode. Les méthodes fortes, les méthodes hitlériennes aujourd'hui ne marchent pas. Surtout avec les enseignants. Ah oui, ça ne marche pas. C'est un secteur sensible. C'est un secteur sensible et que nous devons quand même penser ce secteur-là. Ce n'est pas parce que ailleurs j'ai fait ça marcher. Non, le domaine de l'éducation, ce n'est pas le domaine. Cadre de l'administration de choses, ça laisse à désirer. Il doit changer, mais ce n'est pas les sanctions qui résolvent les problèmes, mais c'est tout fini par trouver une solution d'une table de négociation. De grâce, et en sanctionnant, en virant tel, en faisant ceci, je crois que ça amène même, ça crée d'autres soucis. Voilà, ça crée d'autres soucis et que ce n'est pas la solution envisagée à mon avis. Et tout ce que nous disons, ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour que nous vivons une atmosphère favorable, une atmosphère favorable pour l'ensemble de... Surtout que la fin de l'année puisse être belle pour tout le monde. Parce que là, comme vous l'avez dit, ce qui, moi, me choque, c'est franchement la baisse de niveau que cela va entraîner. Parce que, comme vous l'avez dit, il y aura des admis. Ah oui, les gens vont même pour défier le CET. Ils feront tout pour défier le CET. Il y aura des admis. Les enfants vont réussir. Pour se plaider. On va même le score. Je vous assure. Au bac 2. Il y aura des admis. On va réussir. On va amener les choses. On dit faites tout. Avoir fait tout. Ils feront tout pour que le taux y existe. C'est la politique. Le vendredi, j'ai discuté avec la petite soeur d'un ami. Je lui parlais du sang. En fait, c'est un cours qu'il faut en terminale D. Le sang. La circulation, du sang. L'appareil circulatoire. La fille me dit que eux, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas encore vu ça. Non, ils n'ont pas pu. Elle a eu le bac. Ah, d'accord. Sans avoir fait maîtriser ça.
cause des grèves, tout ça là. Ils n'ont même pas touché sur. Alors que ça le rattrape, si elle est en D, elle prétend faire la SN ou même la médecine, ça va la rattraper. Bon, mais il faut vraiment. Donc, bon, c'est triste, mais je crois que les autorités nous écoutent et chaque jour que Dieu fait. Non, nous disons que. Elles vont savoir ce qu'il faut faire. Oui, nous disons que tout ce que nous disons, c'est que le gouvernement. Au Togo, il y a une devise. L'année peut avoir toutes les couleurs, sauf la couleur blanche. Alors, l'autorité de régulation, nous passons là à notre chapitre, l'autorité de régulation, et ça m'intéresse, j'attends vos analyses beaucoup là-dessus. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes veut voir clair dans le service de nos téléphones mobiles. Elle vient d'ouvrir grandement ses yeux pour les suivre de près. L'œil de l'ARCEP est perçu par celui de la presse qui nous en parle. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, tient à la qualité des services offerts par les opérateurs Togo Cellulaire et Move Africa Togo. C'est l'une des informations à la une de Gazelle Info. En effet, précise le journal, l'institution a entamé une campagne nationale de mesure de la qualité de ces services en présence des opérateurs de communication électronique mobile. L'ARCEP veut voir clair dans la qualité de service de ces opérateurs de téléphonie mobile. Renchérie Canal D. C'est parti pour 2 mois de campagne nationale de mesure de qualité des services. Kiosque mobile, voix 2G et data 3G, 4G avec la présence effective de Togo Cellulaire et Move Africa Togo. Conclut chronique de la semaine. Qu'est-ce qui, Maïba, aurait attiré cette attention de l'ARCEP selon vous? Non, ce n'est pas la première fois. Vous savez que l'ARCEP, de passage, je salue le nouveau directeur qui est arrivé actuellement, qui est en train de mettre de l'ordre dans le désordre. Vraiment, il faut reconnaître qu'il fait un travail formidable depuis qu'il a été nommé à la tête de l'ARCEP. Nous avons vu beaucoup de choses bougent, ça il faut reconnaître, puisque entre-temps, c'était par rapport, comment l'appelle-t-on, aux histoires de flouze. Non, c'était aussi les questions de tarifs là. Il faut régulariser les tarifs, il faut ramener, et l'ARCEP, même entre-temps, Togocel n'était pas conformé. Ou c'est Move qui ne s'était pas conformé, il y a eu des sanctions là-dessus. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est en train de mener ces deux réseaux vers la fiabilité, vers le travail bien fait, vers ce que demandent les consommateurs. C'est par rapport à nous que les deux grandes sociétés existent aujourd'hui. Et donc, le consommateur a besoin de la qualité. Pourquoi est-ce que l'ARCEP met l'accent sur le truc qualité, aspect qualité? C'est parce que vous avez vu, entre-temps, on nous dit que nous sommes à 3G, 4G, mais à des niveaux donnés, quand vous rentrez dans les banques pour les opérations. On ne dit pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Alors que nous avons signé jusqu'à 4G actuellement. Nous sommes en train de 5G. Voilà. Donc, ça prouve qu'on ne peut pas nous berner. Il faut aller justement pour vérifier effectivement qu'est-ce qui se passe au niveau de ces deux réseaux. Donc, je crois que c'est important. Actuellement, même, il y a un truc qu'on est en train de faire vers la zone portière et que la connexion, il n'y en a plus. Donc, vous êtes obligé d'attendre une journée, 2 jours. Dans les institutions bancaires aussi, également, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Nous n'avons pas. Ou bien c'est parce que
Et récemment même, c'est ici qu'on a inauguré le câble. Contour global. Non, pas un contour global. La fibre optique. Voilà, la fibre optique qu'on a, le chef de l'État même est allé assister à son tour, dont nous avons débattu ici. Et c'est pour renforcer ce niveau de qualité du réseau que tous ces efforts-là sont entrepris. Mais depuis lors, ces deux géants prennent les consommateurs comme des, je ne sais pas quel mot attribuer, mais de grâce, il faut que l'ARCEP tape dur pour que ce qui est annoncé soit fait. Et pour que les consommateurs se sentent quand même, puisque laissons-nous qui utilisons les petites, il y a des grandes entreprises qui utilisent ces réseaux-là à plein temps. Et sans ces réseaux, ils ne fonctionnent pas. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, tu vas voir qu'il y aurait des ralentissements, ou il y aurait des, comment l'appelle-t-on, des interruptions à des moments. Il y aurait même des déficits en termes d'économie au niveau de ces entreprises. Donc, il faut que ces deux réseaux-là puissent quand même donner un réseau qui soit un réseau capable de gérer tout le flux qui est à son niveau. Surtout que nous n'avons pas beaucoup de réseaux ici. C'est ça aussi qui est un mal. Parce que il faut qu'il y ait la concurrence. Sans la concurrence, les deux qui sont là feront de leur affaire. Et puis les deux aujourd'hui s'entendent mieux. Puisque quand tu trouves X, c'est Y. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les deux réseaux, moi je les mets dans un seul ensemble. Et qu'il faut favoriser quand même qu'il y ait de la concurrence. Pour avoir la qualité, il faut la concurrence. Parce que si c'est vous seul, vous allez faire de votre gré. Donc, et depuis longtemps, le gouvernement nous avait annoncé, le gouvernement passé, qu'il y aurait un troisième téléphonie qui va arriver. Depuis là, on attend, ça n'arrive pas. Et les deux là, aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir les gérer. L'unité grâce à la clairvoyance. Voilà, l'unité à la clairvoyance de l'ARCEP qui est en train de, je le dis, je le redis encore, fait un travail formidable. Bon, il serait trop tôt pour l'applaudir des deux, mais on l'avait déjà vu sortir pour d'autres manquements, notamment, comme vous venez de le dire, la surfacturation sur les communications, le vol des mégas, permettez, les anomalies dans le transfert d'argent, surtout par Timonet, mais ça n'a pas cessé jusqu'à présent. Est-ce que cette nouvelle sortie sera la bonne? Non, je crois que l'ARCEP est en train de travailler parce que avant même son installation, vous allez voir que nous tous, nous avons été victimes. Des fois, tu paies du crédit, tu viens, tu consultes, il n'y a plus ce crédit là. Des fois, quelqu'un est malade, qui a urgemment besoin de sous pour aller se soigner, tu lui fais une transaction, ça ne passe pas. On te dit qu'il y a problème de connexion, tout ça là. Les gens même ont perdu leur vie dans cette histoire. Donc aujourd'hui, je crois que l'ARCEP, c'est le bras armé du gouvernement. L'ARCEP est là pour nous défendre, nous qui sommes les consommateurs. Et voir ce qui ne va pas et aider ces deux téléphones mobiles là à se corriger. Déjà, elle a déjà même infligé un temps une sanction. À Togocom, tout ça. Mais est-ce que voilà, c'est la question que je me pose. Il ne faut pas que l'ARCEP aussi fonctionne comme d'accord, ce n'est pas dire que ça, ce n'est pas ça. Mais il faut attaquer. Il faut attaquer. C'est vrai, nous tous, nous savons que ce que ces deux téléphonies, ces deux sociétés font, ce n'est pas bien. Mais il faut attaquer. Maintenant, quand tu parles des sanctions, il faudrait aussi que tu fasses, que tu arrives à faire des suivis. Voilà ce que cette sanction a été appliquée. Donc, moi, je crois que jusqu'alors, est-ce que Togocom a cette sanction à Togocom là vraiment consommé. Voilà. Ou bien c'est des annonces. Les effets d'annonce. Voilà, c'est vrai. On peut prendre la décision, mais il faudrait qu'il y ait aussi. Qu'elle soit appliquée. C'est pourquoi vous venez de dire quelque chose que j'ai apprécié. Il ne faut pas qu'on commence à les applaudir. Ce n'est pas ça. C'est vrai, intentionnellement, quand vous voyez aujourd'hui, l'ARCEP veut travailler à travers son directeur général. Elle veut travailler, elle veut aussi assainir le paysage des téléphonies mobiles
tout ça. Donc je crois que c'est une bonne idée. L'idée a été vraiment ingénieuse de la part du chef de l'État de créer cette autorité-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des suivis aussi. Voilà. Oui, mais effectivement, il dit quelque chose qui m'amène à tirer cette conclusion. On dirait que le Togo a de très belles institutions, surtout en matière de contrôle et de suivi de la gouvernance, mais dans l'application, on dirait qu'il y a vraiment problème. Parce que le cas de Togocom sanctionné, on ne sait pas quelle a été la suite de cette sanction, comment elle a été consommée, mais on continue par subir les mêmes choses. Vous faites un forfait appel ou connexion tout à l'heure, mais vous voulez appeler, on dit vous n'avez pas de crédit. Désolé, vous n'avez pas de crédit. Alors vous venez de sortir d'un kiosque de transfert. Et on vous dit vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de crédit là. Moi je ne mets pas ça à l'actif des institutions qui ne fonctionnent pas. C'est que je vous dis aujourd'hui que A+A donc parler travail. Travail, connaît les coupables. Mais ce qui cause problème, c'est le problème d'impunité. C'est-à-dire que A+A peut sortir des dossiers pour des gens. Et il peut faire son dossier, mais qui peut punir? A+A n'est pas là pour punir. Vous avez relevé un aspect aussi qui est intéressant ici, parce que ces institutions font leur rapport. Ils font tout pour faire le rapport. Mais ceux qui sont là-bas, non, pas pour appliquer, ceux qui sont des criminels, c'est-à-dire des crimes économiques, c'est-à-dire ceux qui sont coupables, c'est des tout-puissants. Et qui pour les punir, là revient notre aspect de la chose, problème d'impunité. Depuis un moment, est-ce que vous avez vu, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que tout ça là, on ne connaît pas ceux qui sont derrière ça là. C'est une question que les institutions travaillent seulement. Aujourd'hui, avant qu'on ne puisse résoudre ce problème, il va falloir forcément aller à cette question d'impunité. Il faut résoudre le problème. C'est-à-dire que la corruption à un niveau élevé, il y a l'impunité qui fait son pas. Prenez le problème depuis là, nous, médias, on en a crié. Le problème est-ce qu'on ne connaît pas les coupables? Est-ce que quelqu'un a été inquiété? Le problème de la radio, de la télévision. On ne peut pas citer. Il y a les exemples sont légion. Donc ici, moi, je dis que ces institutions travaillent bien. Mais au moment de rendre les résultats, on prend, mais qui pour sévir? Qui est le problème? Et donc à ce moment, il faut interpeller le chef de l'État. C'est lui seul qui peut. Voilà, c'est lui le premier magistrat. Il doit, s'il dit aujourd'hui tel doit faire ceci, il donne des sanctions. Je crois qu'au moins pour une seule personne, les autres vont replier. Et que ça peut arranger la société. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, et nous savons que il y a des tares, il y a beaucoup de tares liés à beaucoup de choses. Mais depuis là, on n'a jamais pris quelqu'un comme ça et qui a montré, qui a fait montrer que vraiment il y a telle gouvernance là qui est en train de vouloir saisir. Sinon, le chef de l'État a envie de travailler, il travaille. Mais les dinosaures, voilà, travaille. L'autre fois, ça ne fait pas une semaine, le ministre de la communication nigérien. Oui, il a été, on en a débattu de corruption. Il a été démis. Le président de la fédération gabonaise, qui a été chose. C'est des actes comme ça nous attendons du chef de l'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut on ne peut pas nous dire que tout est criminel au Togo. Il y a des gens qui sont assis sur des trucs pas possibles. On peut découvrir les dossiers là. Mais quand ça rentre, vous allez voir que vous allez patrouiller, vous allez courir de gauche à droite, mais ça ne va pas donner de résultats. Mais il faut qu'à un moment donné, le premier magistrat prenne ses responsabilités pour décourager ces actes. C'est des choses qui mettent à nu tout ce que vous êtes, les efforts que vous êtes en train de faire. Si on ne sort pas, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que est-ce que cette déclaration-là, ça va donner des effets d'annonce, c'est-à-dire que les gens voudraient joindre l'acte à la parole, c'est-à-dire de manière à ce que un matin, qu'on dise que tel a été sanctionné pour telle chose, qu'on communique là-dessus. Et c'est à cela que j'apprécie un peu le discours de, comment vous l'appelez, du Burkinabé là, les choses, Mamadi là. Il a déjà commencé par suivre les gens qui prennent les dossiers de oui, c'est comme ça. Lui et la Gambie, quand vous allez en Gambie, Doumbia travaille. Doumbia aujourd'hui est en train de traquer les dinosaures. Ceux qui étaient sous, comment on appelle, ton Condé, aujourd'hui sont traqués.
Et les gens disent que mais il fallait ça depuis. Maintenant, quand vous êtes là, tous ceux qui font sont inquiétés de rien, qui pour sortir le dossier, c'est difficile, on va toujours rester dans ce que nous sommes. Ce qui tue le Togo, c'est la corruption et les crimes économiques, l'impunité. Voilà, impunité et corruption, la gangrène du Togo. En tout cas, nous espérons de voir dans les jours à venir, quand elle va commencer vraiment. Elle a dit, elle a 2 semaines pour sillonner, informer, avertir les gens. Et on verra ce que ça va changer. Et ça va servir d'exemple à d'autres institutions. Alors, la politique, les partis politiques ont commencé par sortir de leur ornière. Ça fait très longtemps qu'on n'entend plus parler de certains partis politiques, surtout de l'opposition, à l'exception de la DMK, dont le candidat malheureux à la présidentielle de 2020 et qui a pris refuge dans un champ de maïs, crie et de temps en temps, quant à unir ses lieutenants, depuis là, continuaient par aller au contact de leurs militants, en solo ou en équipe. Certains journaux sont revenus sur ce parti qui a fêté ses 10 ans d'existence la semaine passée. Et je vous invite à le suivre. Le libéral revient sur les 10 ans de UNIR et se demande quel palmarès après 10 ans. Le journal rappelle l'historique du parti qui a vu le jour le 14 avril 2012 à Atapamé, à découvrir à la page 4 du journal. 10 ans du parti UNIR, pouvoir cherche opposition, dit caricaturement Canal D qui est revenu sur les propos de Cheikh Kondi Agba. La Lanterne nous parle d'un éventuel retour de Gabriel Messa Aboyeme Kodjo au Bercail, pendant que la dynamique Monseigneur Kodjo est toujours en disgrâce. Selon le changement qui parle de l'interdiction de la réunion de la DMK, qui contraste avec les propos de Charles Kondi Agba, l'opposition n'a jamais abandonné la lutte. En tout cas, c'est ce que pense Brigitte Adjamagbo Johnson, coordinatrice de la DMK, comme le relève le journal. Selon Charles Kondi Agba, président des Sages Unis, repris par Chronique de la semaine, l'opposition togolaise est un véritable gâchis. Il serait désavoué par des gendarmes, comme le relève la manchette qui parle de la politique de l'escalade. Plus haut, le journal s'interroge sur le projet de retour au bercail de Agbaïme Kodjo. Voilà. D'abord, à propos du 10e anniversaire de Union pour la République, les journaux qui y sont revenus se sont surtout intéressés aux propos de Charles Kondi Agba, le président des salles du Parti Uni, qui a fait le tour du monde. Ces propos qui ont fait le tour du monde. Vous rappelez-vous que ce que le président, le sage du Parti Uni, aurait dit et qui a suscité autant de commentaires, n'est-ce pas? Oui, ça a coulé des rues, ça a coulé sur toutes les toiles, vous allez voir. C'est vrai, en fait, moi, je ne prends pas ce message-là, en fait. Ce qu'il a dit, quand vous regardez, il y a la vérité dans ça. C'est que ce qu'il dit est vrai. Le rôle il a fait rappeler à l'ordre, à l'opposition, ce que l'opposition doit faire. Son rôle. Son rôle, c'est de titiller le pouvoir pour pouvoir aller de l'avant. Maintenant, depuis un temps, cette opposition se lance des pics, c'est des poteaux bananes qu'elle se jette, laissant le réel défi qui est lancé à lui. Donc, Charles Kondi Agba n'a fait que relever ce qui est réel. C'est que les gens, même l'opposition, connaît, qu'elle ne veut pas dire. Donc, ici, bon, ça ne me surprend pas. Mais la question qu'il pose, est-ce que c'est à Charles Kondi Agba de relever ses torts? C'est manquement, puisque c'est lors d'un congrès du Parti Uni. Voilà. Et que venait chercher à la voilà. Est-ce que ce n'est pas pour mettre un peu de chaud de vinaigre dans la salade? Tout ça là, comprenons que
c'est la politique. Cette politique, moi, si tu prends le parcours de 10 ans de UNI est venu avec une vision, certes, parce que quand vous prenez dans le programme de UNI, c'est vrai que les gens vont mettre ça RPT UNI. Moi, je ne l'ai jamais appelé comme ça parce que RPT non plus, c'est le parti UNI qui est arrivé avec de nouvelles visions, de nouvelles personnes, avec un programme qui est différent de ce que le parti RPT à l'époque faisait. Aujourd'hui, c'est de nouvelles personnes, de nouveaux hommes qui sont à la tête de ce parti avec des programmes que vous connaissez très bien. Si vous faites un peu depuis que le 14 avril passé, ça fait 10 ans, jour pour jour, que le parti a été créé. Si vous faites un peu l'analyse par rapport à RPT qui existait, ce qui est arrivé au souvenir n'est pas la même chose que ce qui était avec RPT. Donc, RPT, en combien d'années avant la naissance? 53 ans, RPT mourait à 53 ans. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses que UNIR a fait que le RPT n'a pas fait. Bon, maintenant, les autres aspects, c'est pour dire que, est-ce que, on ne dit pas qu'UNIR a tout fait, ou il y a beaucoup à faire. Il a fait, mais il y a beaucoup à faire. Nous allons tantôt de la corruption, cet aspect, il n'y a pas de problème. Sur le plan social, il y a beaucoup aussi à faire. Mais quand on va à la construction des voies, ce n'est pas encore fini. Donc, je vous dis que quand on parle d'une république, ça n'est pas une soie en fait. Il y a toujours des choses à améliorer. Maintenant, qui doit le faire? C'est l'opposition. C'est le rôle de l'opposition. Il faut relever les manquements. Ne pas crier que c'est un régime centenaire seulement. Et ne pas surtout s'accrocher à l'obtention du pouvoir et laisser... Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous proposez différent de ce que le parti est en train de faire qui puisse amener le peuple à vous donner leur onction? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si chaque fois il faut faire des appels pour sortir, pour décrire le parti qui est d'abord au pouvoir et qu'il ne voit pas, le peuple ne voit pas finalement votre vision, c'est-à-dire que ce que vous le pensez leur proposer quand vous arrivez. Une chose est de critiquer une personne, l'autre est de montrer l'autre aspect. Quand il serait là, voilà. Les programmes, c'est vrai que le Togo ou la plupart des États africains ne sont pas habitués dans les programmes. C'est-à-dire que quand vous voyez des élections, ce n'est pas joué, ce n'est pas orienté vers les programmes. Les gens jouent sur des fibres d'intérêt. Je ne compte pas. Est-ce que combien de personnes lisent les programmes avant d'aller voter? Il n'y en a pas. Donc ici, nous disons que le parti UNIR a fait ses 10 ans. Il est venu célébrer ces 10 ans d'anniversaire. Ils ont commencé à Tapamé et ils ont terminé aussi à Tapamé parce que c'est là que ce parti a été créé. Et ils sont allés peut-être réfléchir. Et même quand vous regardez dans leur discours, ils ont dit qu'ils n'ont pas tout fait. Il y a beaucoup à faire. Mais ils ont constaté que celui qui pouvait les amener à faire mieux sont absents. Ils sont absents et c'est une réalité. Donc moi je dis que ça a couru des rues, mais c'est une réalité. Il faut l'apprendre. C'est une réalité qui amène, mais c'est une réalité. Même la réplique dans le commentaire du confrère qui a parlé de la réplique de Adjamako, qui disait donc moi je vous dis aujourd'hui l'opposition doit se redimensionner et donc dans ce champ là si vous connaissez, je ne suis pas quand même moi, en tant qu'analyste, en tant que l'un d'un journaliste analyste que je suis, c'est comme ça que je prends. Si vous mettez 2 Togolais, vous prenez 100 Togolais, sur les 100 Togolais, on vous parle des partis politiques, on vous dit que est-ce qu'il y a encore l'opposition, puisque l'opposition a d'abord déçu ces militants par rapport à leurs actes qu'ils ont posés de pas le passer. Et donc ça fait que ça ne donne pas. Et les gens diront que non, que c'est le pouvoir qui est en train de créer ça. Oui, le pouvoir a ce rôle parce que le parti qui est là ne veut pas laisser le pouvoir. Mais si vous le faites, si vous laissez faire, si vous laissez faire, ils vont toujours vous utiliser. Vous allez être des instruments. C'est pourquoi moi, c'est la lutte, la politique, c'est un autre aspect. Il faut que les gens sachent que vous venez, vous créez votre parti, c'est pour venir un jour au pouvoir. Et donc vous devez tenir les armes nécessaires pour vous permettre d'aller à ce combat-là et gagner. Et donc, quand vous manquez de combat et que peut-être c'est votre adversaire qui vous le relève, ça fait vraiment... ça fait parler et c'est ça qui a d'ailleurs fait parler. Cyril, je ne voudrais pas vous demander si Agba a raison ou tort, mais est-ce qu'il n'a pas dit haut ce qui reste bas? Une réalité qui est là, qu'il a révélé à... Je crois que le délégué du mouvement des Sages Unis qui dit que l'opposition togolaise a démissionné,
je crois que c'est une réalité. Je crois qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir, entre guillemets, je peux le dire, qu'il a pris le monopole du marché. Partout, jusqu'à l'intérieur, c'est unir. C'est unir. Quand tu crées un parti politique, l'essentiel, ce n'est pas d'accéder au pouvoir, non. C'est de faire des... De s'implanter d'abord. Hein? De s'implanter, avoir la popularité et en plus faire des propositions. Parce que ceux qui vont te voter, ce sont ces propositions-là. Ce sont comment on appelle, les programmes que tu leur as présentés. Ce sont ces programmes-là. Ils vont voter. Maintenant, aujourd'hui, combien de partis politiques arrivent même à faire un don de un seul big de 100 francs et un petit cahier de 100 francs? Non, c'est pourquoi moi je le dis aujourd'hui, le parti au pouvoir, un grand boulevard, c'est le pourquoi même le professeur Mandia est en train de chercher des opposants qui peuvent des opposants qui peuvent le titiller, parce que c'est comme si nous sommes en train de vivre dans une situation d'uniparti. De parti unique. De parti unique, si je peux le dire comme ça, parce qu'aujourd'hui, unir n'a plus d'adversaire. Si aujourd'hui il y a une élection, je crois que la voie devient un boulevard pour le parti unique. Donc, mais attention, il y a des partis qui ont commencé par se faire entendre cette semaine. Ou bien, est-ce que c'est les propos de Charles qui les ont réveillés? Je ne sais pas. Non. Eric. Quel parti par exemple? Il y a ANC. La DMK. Vous savez, dont le candidat. Si on est en train d'apprendre dans les polices, il y a Est-ce que ça de tout ne va pas être sérieux? Non, une sérieuse inquiétude pour... Vous savez, il y a un problème. Il y a un problème parce que quand vous dites que il y a d'autres partis qui se font entendre, les gens ont connu ces partis avant les propos de Kondi Abba. Et donc aujourd'hui, d'abord quand vous prenez le parti l'ANC, c'est un parti à mon avis qui saute de coq à l'âne, puisque je le dis. Entre-temps, c'est eux qui disent, qui se lancent des pics. C'est lui qui dit maintenant il faut que l'opposition s'unisse. Bon, on ne comprend plus rien. C'est lui qui s'est tiré de la C14. Ça veut dire qu'il y a des discordances dans ce qu'ils sont en train de faire. Ça fait que ça ne donne pas du crédit. Même à leurs propres militants, vous diront aujourd'hui que laissez-les là. Donc finalement, c'est pourquoi je dis si c'est un nouveau parti que personne ne connaissait aujourd'hui et qui veut faire son expérience, si vous aurez pu, ce n'est pas pour faire des éloges au parti Jéritama, c'est un parti qui a une vision. En fait, quoi, il ne faut pas mentir, c'est une partie qui a une vision de jeunes camarades. C'est des partis jeunes, mais qui ont des visions. Qui veut donner quelque chose de différent de ce qui existait. Donc, mais comme le Togolais aime ce qui est authentique, enfin, le mot authentique peut exister comme ça, c'est-à-dire que les partis n'existent que par des noms. Quand tu prends tel, tu appelles, même s'il ne fait pas bien son nom, c'est-à-dire qu'il y a cet aspect, il ne faut pas manquer. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, l'UNIR n'a pas d'adversaire politique en tant que tel. S'il y a une concurrence, s'il y a une compétition électorale, je crois que les coudées sont, enfin, c'est-à-dire que les carottes sont déjà cuites pour ce parti-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se dire sur les médias, partout à l'international, tout ce que nous voyons, le retour du candidat de Saint-Esprit et tout ça là, je pense que ça ne peut pas donner les résultats que les Togolais attendent. Parce que quand vous regardez même, son parti c'est le MPDD et aujourd'hui il se surfe sur comment l'appelle-t-on, l'aura de choses Monsoyan Koujuro. Et bon, il a eu ce qu'il a eu puisqu'il a fait d'autres compétitions, nous connaissons le poids de MPDD d'Agbomé Koyo, si n'était puisque sur la fibre religieuse, il y a beaucoup qui ont donné confiance à ce parti. Et donc aujourd'hui, c'est l'aura, comme tu l'as dit, c'est l'aura de Monsoyan Koyo qui a hissé Agbomé de ce qu'il est. Donc s'il revient en tant que Agbomé et MPDD, il est noyé. Et aujourd'hui, même le Agbomé, comment appelle-t-on, Podjuro actuellement a
trahi, vous pouvez m'excuser le terme, a trahi l'Église catholique par rapport à son ingérence dans la politique. Et donc, ces deux entités aujourd'hui ne gurent pas confiance, ne donnent pas confiance au peuple togolais. Les gens veulent du nouveau. Au contraire, s'il n'y a pas du nouveau, nous allons rester avec l'ancienne. Je crois que c'est l'analyse que je peux tenir. La situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée qui subissent l'embargo diplomatique et économique de la part de la CEDEAO donne l'insomnie à Faure Essozmna Niassibé en visite en Côte d'Ivoire auprès de son homologue Alassane Ouattara. Il s'est dit très préoccupé par cette situation et plaide pour une levée des sanctions de loin où, oui, c'est surtout de loin, nos journaux l'ont écouté et voici leur relais. De retour sur les échanges entre Faure et Ouattara à Abidjan, Ouattara les vainqueurs voit le chef de l'État soucieux de la situation des pays sanctionnés par la CEDEAO. Le dossier malien, tout comme tous les autres, aurait été évoqué au cours de son entretien avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, comme le relève le Tonnerre. Coup d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Au-delà de la rigueur de la CEDEAO, le président Faure plaide en faveur des populations. Martel, chronique de la semaine qui voit Faure très préoccupé par la situation socio-politique dans la sous-région. On dirait, Mayaba et Cyril, que c'est la CEDEAO qui... ce n'est pas seulement la CEDEAO c'est toute la CEDEAO qui est sanctionnée. oui. Non, c'est une erreur de la CEDEAO parce que quand vous prenez même la charte de la CEDEAO, les sanctions qui ont été infligées au Mali, ça ne se trouve pas dans la charte de la CEDEAO. C'est des sanctions trop sévères, ça il faut reconnaître. Et pour qui et contre qui? C'est la question. Donc, est-ce que les sanctions là, c'est pour la junte ou les autorités maliennes? Non. Ça retombe sur le peuple. Et actuellement, la plupart des chefs d'État et où la plupart des pays membres de cette communauté ressentent d'abord les effets de ces sanctions-là. Et donc, c'est pourquoi dans les coulisses, vous allez voir que tous ne sont pas unanimes par rapport à ces sanctions. Donc, il faut faire les jeux de couloir, il faut discuter, puisque chacun est resté tendu dans sa position, puisque quand vous regardez le Mali, les autorités maliennes ne veulent pas fléchir, mais ils ont fléchi parce que entre l'espace 6 mois et 5 ans, ils sont revenus à 2 ans. Je crois qu'ils ont fléchi. La CEDEAO ne tient que peut-être à ces 18 mois. Je pense qu'à un moment donné, 6 mois de différence n'en est pour rien. Il faut que la CEDEAO comprenne que l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on puisse organiser des élections qui soient des élections transparentes et équitables pour qu'on n'assiste plus à ces différents coups d'État que nous avons connus dans ce pays-là. Maintenant, en voulant dire que non, tel ou tel, alors que ça n'arrange personne. Cette fermeture des frontières aujourd'hui n'est pas que un problème malien, c'est un problème de Togo. Vous savez que le Mali est ouvert sur beaucoup de pays qui le ravitaillent. Le port de Lomé, c'est un port pour nous profond dans la sous-région. Quand on prenait Dakar également, à la fois venait, j'ai appris que là-bas, nous avons su comment les transporteurs quand même sortaient pour réclamer qu'il y ait quand même cette discussion. Donc, au fait, la CEDEAO, avec les décisions de couloir que le chef de l'État allait voir Ouattara, et ils vont essayer de comprendre comment il faut aider à une sortie de crise pour ce pays. Nous espérons que la voix du chef de l'État togolais et son homologue ivoirien puisse vraiment être bien écoutée pour qu'enfin on puisse sortir de cette situation. La dernière réponse vous revient. La CEDEAO sanctionne la CEDEAO. On peut dire, hein? Oui, parce que sanctionner aujourd'hui le Mali, la Guinée et le Burkina, je crois que ce sont des pays de la CEDEAO. Et ça a des répercussions, surtout sur le plan économique, sur tous les pays de la CEDEAO. Aujourd'hui, depuis que j'ai vu la photo d'ensemble des présidents qui ont pris cette décision-là, et je n'ai pas vu la photo du chef de l'État togolais. J'ai parce que le monsieur n'est pas d'accord avec eux. Non, on l'avait commenté même. Même en se faisant se faire représenter, il voudrait dire grand chose. Voilà, que le monsieur n'était pas d'accord. Maintenant, enclencher des discussions de couloir pour que ces genres de sanctions soient
soit revu entre guillemets comme ça. Je crois que c'est une bonne initiative qu'a prise le président, le chef de l'État. Il ne faut pas oublier aussi l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire aujourd'hui, toutes nos frontières nous sont en difficulté. Le Togo n'est pas épargné des affaires liées au terrorisme, au djihadisme, tout ça là. Le Mali, le Burkina, le Togo, je crois qu'aujourd'hui c'est une bonne initiative pour le chef de l'État d'enclencher des discussions de couloir. Non, est-ce que c'est de couloir? Non, parce que c'est tout le monde sait que ce sont ces gens une visite officielle chez Ouattara. Je crois qu'il faudrait que nous prions pour que sa voix ou ses propositions soient acceptées, soient écoutées par les autres chefs d'État. D'accord. Une solution. Nous prions surtout que le Seigneur le Tout-Puissant continue par illuminer notre chef d'État. À chaque fois qu'il a toujours fait une sortie, ça a été bien apprécié. Il a toujours en tête toute l'Afrique, en mémoire toute l'Afrique. Il est soucieux du bonheur, pas seulement de son peuple, mais aussi de toute l'Afrique. La preuve, toute sa stratégie pour que du moins les sanctions soient levées dans ces pays-là. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour lui de le dire ouvertement, mais il a joué de tact depuis que ça a commencé. C'est un homme à apprécier, à saluer. Et donc c'est sur cela que nous mettons fin à cette messe de ce dimanche 24 avril 2022, tout en vous remerciant très sincèrement pour votre fidèle attention. Merci, un coucou spécial à tous ceux qui nous ont suivis depuis PDV Copé dans Aguanivé 4 et à Déti Copé dans Aguanivé 6. Merci Maëba pour votre disponibilité. Merci. Bon retour dans votre rédaction. Vous êtes le directeur de publication du journal Symposium. Merci à Cyril Sablasso, dont j'avais massacré le nom. Je me retrouve, je vous demande présent mes excuses pour ce massacre. Donc merci, et vous êtes désormais membre de ce club de la presse et donc co-célébrant de cette messe. Vous ne serez pas fatigué quand nous vous appellerons. Bien de choses à votre rédaction. Merci à Machi Ibrahim, merci à Nyomakaka, merci surtout à Alexandre Tchalim qui nous a permis d'être vus partout à travers le monde. On ne reconnaît l'importance des fesses qu'au moment de s'asseoir. On ne reconnaît l'importance des fesses qu'au moment de s'asseoir. C'est de Chinua Achebe, Nigeria. Merci, bonne méditation et à dimanche prochain pour l'autre évangile. Audio